Bienvenue à Question Directe qui reçoit aujourd'hui M. Cheikh Amar. Cheikh Amar est le président de Amar Holding au Sénégal. Et ensuite, dans cette société, vous trouvez Tractor, équipement, service équipement. M. Amar, merci d'avoir accepté notre invitation. Nous sommes ici à Paris au Salon international des matériels agricoles. Qu'est-ce qui explique votre présence ici? Merci Alassane. Je suis présent ici parce que je suis un distributeur de Massey Ferguson et j'ai été invité. Donc le CIMA existe chaque 2 ans. C'est le salon international du matériel agricole le plus grand du monde. Donc on trouve tout ce qui est matériel agricole. Donc c'est ce qui prouve ma présence ici. Quel est le lien qui vous lie à Massey Ferguson? Massey Ferguson, je suis le distributeur. Donc un distributeur, c'est celui qui vend les tracteurs, même si vous voulez acheter directement chez Massey Ferguson, ils sont obligés de vous dire d'aller voir TSE. Aujourd'hui, Massey Ferguson a de nouvelles machines. On parle d'agriculture au Sénégal. Qu'est-ce que cette nouvelle machine qu'ils ont créée peut apporter de plus à l'agriculture dans le pays? Voilà, c'est par exemple cette machine-là, c'est conçu pour l'Afrique. Parce qu'on a constaté qu'avant, Massey Ferguson c'est une référence, c'est le numéro 1. Mais on avait constaté par rapport au moteur qu'il y avait beaucoup de contrefaçons. Donc maintenant, on a changé les moteurs pour que les distributeurs aient les pièces détachées et bien les suivre. On a repris les anciens moteurs pour pouvoir vraiment surveiller le matériel parce que même à Dakar, après on allait au dit foncier, acheter du matériel, après on dit que le tracteur n'est pas bon. C'est pour ça qu'ils ont changé et ils ont fabriqué un tracteur très simple. Pour l'Afrique, il n'y a pas besoin de cabine. Parce que notre climat ne nous permet pas. Ici, ils en ont besoin parce qu'il fait très froid. Il fait très froid et ils ont besoin de chauffage, tout ça. Nous, Dieu nous a épargné de ça, quoi. Oui. Et ces machines qui vont venir travailler dans l'agriculture au Sénégal, souvent on pose le problème de service après-vente. Est-ce que tout cela est pris en compte quand ces machines seront importées au Sénégal, que vous allez distribuer et qu'une fois en panne, les gens pourront réparer sur place? Non, le grand problème au Sénégal, c'est ce que je vous disais. Quand vous avez un distributeur est au-dessus d'un concessionnaire. Vous avez une panne. Parce que un tracteur, une voiture, l'amortissement, tout ce qui s'utilise se consomme. Tout ce qui se consomme se déprécie. Hein? Autrement dit, perd sa valeur. L'amortissement, vous savez, c'est une constatation comptable de la perte subie sur la valeur d'actifs, des immobilisations qui se déprécient par l'effet du temps, du changement des techniques et de l'obsolescence. Donc tout matériel se déprécie. Alors, quand c'est comme ça, les gens, au lieu d'aller chez le concessionnaire ou le distributeur, qui est un peu plus, qui chapeaute les concessionnaires, ils vont préférer aller voir un mécanicien qui n'est pas bien formé. Et là, il leur donne des pièces qui ne sont pas adaptées et après, ils critiquent le matériel agricole. Alors, c'est ça qu'on veut rompre. Que les pièces, seuls les distributeurs auront ces pièces disponibles. Donc, en termes clairs, à Dakar, il y aura un service après-vente. Si les gens achètent des machines comme celle-là, qu'ils viennent travailler, ils pourront les faire réparer avec des pièces d'origine. Avec des pièces d'origine. Et les pièces seront disponibles que chez TSE. Et il y aura quand même des bureaux de liaison. Hein. Dans toutes les régions du Sénégal? Bon, pas dans toutes les régions. Dans le bassin arachidier, on va mettre 2. On va mettre dans le nord 3. À Dakar aussi, il y en a 2, etc., etc. On va diversifier, mais notre centrale sera à Dakar. Parce que si on laisse aussi les pièces dans les bureaux de liaison, il y a des risques de vol, tout ça. Mais on a des véhicules de liaison. On diagnostique le tracteur, on nous dit aujourd'hui, bon, c'est une pompe d'injection, le lendemain, le pompe est fait.
Donc je pense que c'est une gestion plus noble, quoi. Oui. Ces machines, vous dites qu'elles sont adaptées à nos sols. Elles ont été faites pour pouvoir travailler au Sénégal. Combien de machines aujourd'hui, de tracteurs, vous allez exporter au Sénégal dans un premier temps? Parce qu'on parle de 2000 tracteurs que vous allez faire à terme. Mais pour le moment, combien? Bon, cumulé, je pense qu'on va arriver à 2000 tracteurs. Hein, à 2000 tracteurs. Mais vous savez, il y a des puissances, les grandes puissances, pour les agriculteurs à chaîne industrielle et les petits tracteurs. L'essentiel est que ça soit 4 roues motrices, 2 ponts. Et par exemple, dans le sol Dior, à Diourbel, tout ça, vous n'avez pas besoin de gros tracteurs, vous consommez pour rien du tout. Donc il faut des tracteurs moyens pour ne pas consommer, beaucoup consommer. Ben voilà quoi. Et pour les sols argileuses, et si par exemple quelqu'un qui veut cultiver 10 000 hectares, il lui faut de gros tracteurs. Là, hier, je parlais avec le PDG au dîner. Il faut des tracteurs de 130 à 150 chevaux qui peuvent labourer, faire de l'offsetage, semer et tout. Donc il faut des tracteurs de grande puissance. Oui. Dans notre pays, souvent les gens disent qu'il faudrait arriver à l'autosuffisance alimentaire. Est-ce que l'autosuffisance alimentaire demande aujourd'hui une mécanisation complète ou pas? Non, c'est indispensable. Il faut motoriser l'agriculture. Si on ne motorise pas et on continue avec les houes et les cygnes et les bœufs là, on ne va pas en arriver. Il faut faire des exemples comme les États-Unis, première puissance agricole, France, deuxième puissance agricole. Ici, on respecte les agriculteurs, on les subventionne. Donc, on ne peut pas se permettre. Et puis le matériel là, qui doit venir. L'autre jour, au conseil présidentiel, moi j'ai expliqué au président, c'est bien de subventionner, mais il faut subventionner les agriculteurs, pas les prestataires de services. Parce qu'après, ils vont louer les paysans, ils vont les louer 18 millions par saison. Vous imaginez, par exemple, 3 saisons, ça amortit le tracteur et le paysan n'a rien. Mais maintenant, si on les subventionne, qu'ils se regroupent en GIE ou en SARL et que la banque leur finance, après, ils auront le temps de rembourser. Déjà, subventionner 50%, un tracteur qui vaut 20 millions, disons 20 ou 30, 20 millions, ça fait 10 millions. C'est déjà pas mal. C'est des efforts que l'État fait. Qui doit faire la subvention? C'est l'État du Sénégal? Non, c'est l'État qui subventionne. L'État subventionne. Mais les prix sont négociés. Parce qu'aujourd'hui, n'importe quel agent de Massey Ferguson, vous lui demandez le tracteur là, il vous dit le prix. Hein. On n'est plus dans le monde où les gens peuvent se permettre de faire des marges exorbitantes. Mais comment comptez-vous justement, avec les paysans qui sont au Sénégal, mettre en place cette technique de subvention pour qu'on puisse arriver à l'autosuffisance alimentaire? Parce qu'on parle de plus en plus de ça, ne plus importer le riz. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que les Sénégalais puissent consommer le riz cultivé sur nos terres? Bon, le matériel agricole va arriver parce que le tracteur est important. Mais ce qui est derrière le tracteur est aussi important. Ce qui est semoir, charrue, offset, tout ça. C'est ça le travail du sol. C'est très important. Après ça, il faut peut-être pour le riz, les moissonneuses batteuses qu'on a déjà importées. Après ça, il faut prendre le riz et avoir des rizeries de qualité pour pouvoir les blanchir, les granuler, les parfumer pour qu'on ait quand même une bonne qualité. Parce que si on n'a pas de bonne qualité, le problème demeure. Donc il faut que les hommes d'affaires s'impliquent sur les rizeries. Moi-même, je vais m'impliquer sur ça, malgré que je suis machiniste, mais je vais m'impliquer sur ça pour que l'autosuffisance en riz, qu'on le réussisse. Parce que c'est une honte quoi, d'avoir notre première denrée, de l'importer. Parce que beaucoup disent que les Sénégalais importent pratiquement le riz de l'extérieur, c'est des milliards de francs CFA qu'on y met chaque année. Mais l'autre grand problème qui se pose au Sénégal, c'est le foncier. C'est l'accès au foncier. Les gens ont des problèmes pour accéder au foncier. Non, le foncier, c'est très simple. Il faut que
quand même qu'on dépasse cette mentalité. Si on parlait de foncier, vous n'habiteriez pas à Dakar, ni moi. Je suis né à Saint-Louis, vous êtes né à Fouta, n'est-ce pas? Donc, si on dit ça, donc c'est les Lébous qui doivent habiter à Dakar. Mais ils ont laissé la place pour un intérêt national. Donc, les gens qui sont ailleurs aussi, il faut arrêter de dire c'est des terres de mon grand-père, tout ça. Mais si c'est des terres de ton grand-père, on ne fait rien du tout. Mais il faut laisser les gens cultiver et trouver un terrain d'entente. Donc il faudrait que la réforme foncière aille jusqu'au bout pour qu'on permette à tous les Sénégalais d'avoir accès à la terre. Voilà, c'est ça. Il faut être compréhensif. Quand on a voulu faire l'autoroute, on le fait, on dédommage les gens. Donc quand on trouve quelque part du pétrole, ben, il faut que les gens qui habitent là-bas, qu'on puisse les dédommager. Donc là, c'est encore pire. C'est l'agriculture, c'est la nourriture. C'est la nourriture. Mais l'agriculture est très importante dans nos pays pauvres qui n'ont pas les moyens de s'en sortir. Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui en termes de financement? Parce que ça demande beaucoup de moyens, beaucoup de milliards de francs CFA. Bon, il y a déjà dans le budget de l'État, l'État a fait des efforts, hein. Ils ont injecté de l'argent pour acheter du matériel, ils subventionnent l'engrais. Il y a des lignes de crédit aussi, comme vous savez, dans des pays qui est beaucoup plus simple parce que c'est des taux inférieurs à 2% sur 25 ans, ça c'est formidable. Donc sur ça, je pense qu'en 2017, si vraiment on s'y met, on peut s'en sortir. Oui, parce que beaucoup de gens ne croient pas qu'en 2017 que le Sénégal puisse arriver à l'autosuffisance alimentaire parce qu'ils disent qu'il y a beaucoup de contraintes. Mais c'est quoi ces contraintes-là? Expliquez-le-moi. Il parle de contraintes au niveau de l'accès à la terre, le foncier dont on a parlé, l'accès au crédit pour les paysans, et ensuite les sols peut-être n'ont pas assez d'engrais pour qu'on puisse s'en sortir. Et justement, vous travaillez dans le domaine de l'engrais aussi. Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour rendre ces sols-là beaucoup plus attractifs? Bon, nous déjà, l'engrais, on va faire une usine d'engrais. Mais sans l'engrais, rien que le phosphate, ça augmente la production de 30%. Et ça, il faut que les Sénégalais le sachent. Parce que moi aussi, je vends ici en France le plus grand groupe roulier. Ils sont ici, ils sont en Italie. Nous, le phosphate qu'on a, il n'y a pas de fer, il n'y a pas de cadmium. Donc c'est très important. Mais ça, parce que la terre aussi, à un moment, je veux dire, elle est morte, quoi. Il faut vraiment... La revitaliser. Voilà, la revitaliser et tout ça. Il faut qu'on explique ça aux agriculteurs. On a dépassé le moment de... il faut révolutionner l'agriculture. Et il n'y a que les engrais. Bon, les intrants, il n'y a pas de problème. Les engrais, le phosphatage, et puis avoir une usine d'engrais. Parce qu'il n'y en a pas en Afrique de l'Ouest. Mais l'usine d'engrais dont vous parlez avec le phosphatage, c'est ça le problème. Il y a des gens qui importent aussi de l'engrais. Est-ce que vous ne pensez pas qu'en ce moment il y aura un problème de lobby, de ceux-là qui vendent de l'engrais, qui ne veulent pas que le phosphate se développe au Sénégal? Mais non, nous ça ne nous pose pas de problème. On a la meilleure qualité. Les lobbies existent toujours, mais il faut travailler. Seul le travail paye. Les lobbies existent toujours. Pour contrarier ceci, cela. Mais nous, Sénégalais, on doit savoir qu'on a une matière que tout le monde cherche et qu'on le développe. C'est ça qui est important. Ce n'est pas une affaire de Cheikh Amar ou telle personne. C'est pour nous tous, pour les paysans. Parce que si les paysans, je vous ai dit, je vous répète, en économie, il y a 3 phases. Il y a l'agriculture, il y a l'industrie et il y a les services. Si l'agriculture ne marche pas, il n'y aura pas d'industrie. Si l'industrie ne marche pas, il n'y aura pas de services. Les services, c'est quoi? C'est le commerce. Mais justement, l'économie, on en parle au Sénégal depuis quelques mois, du plan Sénégal émergent. L'agriculture est l'un des points forts de ce plan Sénégal émergent. Est-ce que vous estimez que la démarche qui a été prise, elle est bonne ou pas? Oui, c'est la locomotive. Dieu nous a donné la terre, restons à la terre, qu'est-ce qu'on va faire dans le ciel? Mais vous, là, en France, il n'y a pas de pétrole. C'est un pays développé.
Parce que c'est un pays purement agricole. Donc vous voyez, donc, il faut qu'on comprenne ça. Mais même si on a des ressources, mais si les ressources sont épuisées, mais qu'est-ce qu'on va faire? Mais les paysans sont un peu inquiets parce que la plupart d'entre eux ont ce qu'on appelle les trucs familiales, traditionnels. Avec la mécanisation, ils ont peur aujourd'hui de perdre cette capacité, ce pouvoir d'achat qu'ils avaient et que leur ferme familiale soit transformée, qu'ils soient transformés eux en ouvriers agricoles. Non, non, c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, s'ils n'ont pas de grande surface, il faut qu'ils se regroupent, il faut savoir partager en GIE ou en SAR. Comme ça, on leur donne un tracteur et ils payent à la banque, eux tous, mais c'est leur tracteur. Parce qu'en Inde, par exemple, c'est l'agriculture familiale qu'on développe. En Chine aussi, c'est pour ça. Là-bas, on ne voit pas des gros tracteurs. Ça ne sert à rien. Mais ici, on développe l'agriculture familiale, mais aussi l'agriculture à grande échelle. C'est ça la différence. Donc au Sénégal, il faut cumuler les deux. Il faut laisser ce qu'on appelle les petits agriculteurs avec leurs trucs et faire aussi, quand même, si on veut vraiment réussir et avoir à 2017, il faut faire du basmati, donner des 10 000 hectares à des gens qui vont cultiver avec des tracteurs. Mais est-ce qu'il est facile pour un paysan qui n'a pas beaucoup de ressources d'avoir 10 millions de francs CFA pour acheter un tracteur, même subventionné? Oui, parce qu'on a mis les moyens. La banque leur prête. Il n'y a pas de problème si tu travailles bien et si tu es honnête. Mais les banques demandent souvent dans nos pays des garanties. Mais la banque garantit le tracteur. Parce que le tracteur qui vaut 30 millions par exemple, toi tu l'achètes à 15 millions, lui il a 30 millions. Donc tu es obligé de payer, ça suffit comme garantie. Et ils mettent leurs terres, tout ça, non. Ça, il n'y a pas de problème. Moi, je suis paysan sénégalais, je n'ai pas les moyens, je vais acheter un tracteur pour cultiver la terre, développer. Et quel est le circuit, qu'est-ce que je dois faire? Bon, le président a dit il ne faut pas venir, parce qu'il ne faut pas quand même qu'on donne aux prestataires de services ou des gens qui ne cultivent pas pour les louer. Vous allez, nous, qui sont distributeurs et qui sont mandataires, il y en a quelques-uns apparemment, vous venez, vous versez au Crédit Agricole et vous passez au ministère de l'Agriculture qui valide ça. Vous venez, on vous livre le tracteur et on fait le suivi. C'est très simple. Après, et moi, je vais équiper tous mes tracteurs de GPS pour que ça ne dépasse pas nos frontières. Oui, là aussi, c'était un problème qui avait été posé. Parce qu'à un certain moment, il y a eu des tracteurs qui sont venus. Non, ce n'est pas vrai. Il y a eu une enquête de gendarmerie. Il y avait un tracteur qui était passé à... Ce n'était pas vrai. Les gens racontent n'importe quoi. Parce que nous, chaque tracteur qu'on vend, nous, en tout cas, c'est ce qu'ils pensent. Surtout les Massey Ferguson là, on s'est équipés. Si c'est à Matam, je te dis c'est à Matam. Donc vous avez moins de contrôler les tracteurs là où ils sont, voilà, avec des GPS. Voilà, avec les GPS. Au-delà de ça, Cheikh Amar, on avait parlé un peu du phosphate de fond. Le phosphate de fond, vous avez une usine aujourd'hui qui est à Matam qui travaille autour de ce phosphate-là pour aider un peu à booster encore davantage le rendement dans l'agriculture. Est-ce que vous pensez que les paysans sénégalais sont conscients de cela? Je pense qu'il y en a qui connaissent, parce qu'il y a quand même des agronomes qui connaissent, mais ils connaissent pas vraiment le produit. Eux, ici, ils le connaissent. Parce que des fois, ils achètent, tu ne peux pas faire de toute façon de l'engrais sans phosphate. Ce n'est pas possible. Donc, mais sans l'engrais même, le phosphate pur et simple peut augmenter la production jusqu'à 30%. Mais moi, je veux une valeur ajoutée. Fabriquer carrément des NPK, du triple 15, 9, 23, 30, 6, 20, 10, l'engrais pour l'arachide, 10, 10, 20 pour l'horticulture, etc. Bon, on n'aura qu'un seul problème, c'est l'urée. Mais bon, ça, on peut l'importer. Mais c'est surtout l'engrais qui est important. L'urée, c'est pour toute culture. Ça, ce sont les usines que vous allez créer au Sénégal. Quels sont les emplois que ça va créer pour les jeunes? Parce que beaucoup de Sénégalais aujourd'hui ont un taux de chômage qui est important. Ça va créer beaucoup d'emplois. Moi, en ce qui concerne ma société,
là, je commence à contacter le lycée Pétavant et le lycée Maurice Delafosse en formation professionnelle. Parce que ces jeunes-là, il faut les aider. Et ils sont très, très bons. Ils sont très bons. Donc moi, la jeunesse, c'est l'avenir. C'est ces gens-là qu'il faut former aujourd'hui. Parce qu'on a essayé depuis combien de temps, on n'a pas réussi. Donc il faut changer de fusil d'épaule. Qu'est-ce qu'il faut changer? Est-ce que ces jeunes-là, ils viendront faire des stages d'entreprise? Non, ils vont faire des stages, après ils vont travailler chez nous, on va les former. Massey Ferguson va venir. Massey Ferguson même, chez TSE, des fois ils viennent, ils sont impressionnés comment les gens travaillent là-bas. Donc ils vont venir et puis on va les former et puis ils seront de futurs cadres, ingénieurs. Ils seront des formateurs eux aussi. Parce que en termes d'emploi, vous évoluez combien, par exemple, d'emplois vous les créez? 6 000, 5 000, 7 000, 10 000 emplois? Oui, non, tout cumulé, holding, oui, beaucoup d'emplois. Ouais. À peu près combien? Bon, là je ne peux pas répondre, mais rien que les phosphates, ça crée beaucoup d'emplois. Rien que les camions qui partent au port, tout ça. Mais moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est la valeur ajoutée. Ce qui reste au Sénégal, c'est quand même un produit du Sénégal. Je ne suis pas tellement d'accord pour l'exportation. Prenons le Sénégal et réglons le problème de la sous-région. C'est-à-dire que votre objectif, c'est aussi d'exporter dans la sous-région? Ah oui, il n'y en a pas. En Mauritanie, il n'y en a pas. Au Mali, il n'y en a pas. Au Burkina, il n'y en a pas. En Côte d'Ivoire, il n'y en a pas. C'est un grand marché d'abord. Réglons ça. En termes d'investissement aujourd'hui, combien de milliards allez-vous investir dans ces usines à peu près pour aller travailler? Parce que c'est important. Bon, il y a beaucoup de milliards. Je n'aime pas parler de chiffres comme ça, mais il faut beaucoup de milliards. Hein, parce que déjà pour faire l'usine d'engrais, c'est beaucoup de milliards, mais surtout faire l'usine d'acide phosphorique. Est-ce que dans ces investissements-là... Ça n'a rien à voir avec le phosphate simple. Ça aussi, c'est beaucoup d'argent. Hein. En termes d'investissement, est-ce que l'État vous accompagne dans ces investissements à faire? Parce que beaucoup de gens veulent investir au Sénégal, mais ils disent souvent qu'on est confronté à des difficultés. Non, l'État ne nous accompagne, n'a pas à nous accompagner. C'est nous qui devons accompagner l'État. Faire un plan social. Mais on a entendu beaucoup de privés sénégalais dire qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas impliqués dans la politique d'emploi de l'État. Mais c'est privé. Les phosphates là, c'est privé. Ce n'est pas une affaire de l'État. L'État est actionnaire, d'accord. Mais c'est privé. Donc c'est les fils sénégalais, le directeur général par exemple de Soniva, c'est un Sénégalais, vous le connaissez, Ibrahim Sarr. L'autre société aussi, c'est unipersonnel, SRPM, c'est Eugène Faye qui est DG. Moi je suis le PDG et le PCA de l'autre. C'est les Sénégalais qui en bénéficient en termes de trucs. Mais moi je ne regarde pas ça, je regarde qu'est-ce que le Sénégal gagne sur ça. C'est ça qui est important. Parce que les privés disent que les entreprises étrangères viennent s'installer au Sénégal, on leur donne des marchés, nous les nationaux, on est souvent oubliés. Bon, ça dépend de quel secteur ils évoluent. Ça dépend de... Il y a aussi des marchés que les Sénégalais n'ont pas. Parce qu'on a quand même une perte de ressources humaines au Sénégal. Les Sénégalais aussi, il faut qu'il y ait le courage. Comme moi j'ai fait, j'ai habité ici pendant longtemps, mais je suis retourné dans mon pays pour travailler. Mais si on ne peut pas faire ça, mais les étrangers vont le faire. Mais nous, ce qu'on est en train de faire, c'est des Sénégalais, c'est des ingénieurs sénégalais, des ingénieurs en mine. Oui, parce que ceux qui rentrent ont souvent dans d'autres pays des facilités pour se réinstaller, pour s'installer, pour avoir accès au crédit. Mais ce n'est pas donné à tous les Sénégalais de le faire. Il y a certains peut-être qui veulent rentrer, mais qui ne savent pas... Ça, c'est les problèmes de banque. Ça, c'est les problèmes de banque. Les banques aussi, il faut les prouver. Moi, il y a des banques où j'ai des lignes de crédit qui me connaissent. Je ne vais pas emprunter de l'argent pour fuir. J'habite au Sénégal. Mais si on ne te connaît pas, tu ramènes un projet, le projet n'est pas bancable, il y a les risques et tout ça, ils ne te financent pas, quoi. Le gars aussi qui est à l'étranger, qui ramène ses sous pour investir, on ne peut pas lui dire non. Justement, en termes d'investissement, beaucoup estiment qu'aujourd'hui, que la plupart des banques qui sont au Sénégal, c'est des banques d'origine étrangère. Est-ce qu'il n'est pas temps que le Sénégal, comme la BNDE, multiplie d'autres banques pour que l'argent reste au Sénégal? Mais ça, c'est nous déjà, nous, hommes d'affaires.
qui devons se lever pour aider nos banques. Un. Deuxièmement, c'est l'État qui place ses sous dans ses banques. C'est comme ça qu'on aide les banques. Mais si on les donne à d'autres banques, moi aujourd'hui j'ai d'autres banques étrangères qui me font beaucoup plus de facilité que des banques nationales. Pourquoi? À part, je ne sais pas. Parce qu'ils veulent les gros clients. À part, BNDE, je ne travaille pas pour eux, mais le crédit agricole, chapeau. Tout ce qui est agriculture, on doit l'appuyer. Parce qu'ils financent, ils financent vraiment. Les semences, le matériel, tout ça. Donc ça, il faut que l'État l'aide, mais je pense qu'on doit l'aider encore. Est-ce que ce n'est pas parce que vous, les hommes d'affaires sénégalais, vous n'entendez pas beaucoup entre vous sur les intérêts stratégiques qu'il y a des problèmes aujourd'hui de financement? L'éparpillement des hommes privés sénégalais. Bon, moi je ne comprends pas. Je ne comprends pas parce que je suis dans... J'ai pas de lobby, moi. J'ai pas de lobby, je travaille. Et puis ce que Dieu me donne, je me contente de ça. J'ai notre holding que je gère beaucoup de sociétés et je travaille avec eux. Je ne rentre pas dans la politique, mais nous sommes obligés de travailler avec les politiques, comme on est dans l'agriculture. Il y a des subventions, par exemple l'engrais, si on vend 200 000 par exemple la tonne, le paysan paye 100 000, l'État nous paye 100 000. Il n'y a que des relations comme ça qu'on a. Mais c'est à nous aussi, hommes d'affaires, d'aider le Sénégal. Maintenant, s'il y a des jalousies entre hommes d'affaires, ça c'est autre chose, quoi. Parce que l'État a initié une politique agriculture qui s'appelle les PRODAC et les SIPA dans les régions. Est-ce que dans cette politique-là, vous, hommes d'affaires qui travaillez dans l'agriculture, vous êtes impliqués dans la mise en œuvre de ces produits? Ah oui, nous sommes impliqués tant que c'est l'agriculture et développement ou immobilier ou autre chose. Donc on est impliqués, mais la décision, ce n'est pas nous qui le prenons. Parce que le président a inauguré la fois dernière la PRODAC de Sédhiou en disant qu'il va le démultiplier un peu partout au Sénégal. C'est un bon projet. Vous qui travaillez dans ces gens, en quoi il est bon ce projet? Bon, il est bon parce que ça permet de recadrer les jeunes. Les jeunes sont désorientés, quoi, alors qu'ils ont les vrais outils pour travailler. Oui, mais parce que beaucoup de jeunes préfèrent venir à Dakar, s'installer, que d'aller cultiver la terre. Mais il n'y a rien Il n'y a à pas faire de à motivation, Dakar. ils disent. Il n'y a rien, c'est parce qu'ils n'ont pas... Moi, je vois là, un paysan là-bas, je l'ai connu depuis longtemps, mais je peux te dire qu'il a du pognon. Mais il a qu'est-ce qu'il faut commencé faire avec pour moi. motiver les jeunes qui retournent à la terre? Ben, il faut leur donner les moyens, subventionner, leur expliquer le schéma, les motiver. Et s'ils le font une fois et que ça marche, ben, ils vont rester dans leur terroir. Est-ce qu'ils peuvent gagner leur vie dans l'agriculture? Ils vont gagner leur vie plus qu'à Dakar. Mais qu'est-ce que vous faites, vous, justement, en tant que promoteur dans ces genres d'agriculture? Mais nous, on les conseille, on les donne du matériel par le biais de l'État, on participe. Et moi, je suis prêt à accompagner l'autosuffisance en riz en achetant des rizeries pour qu'on ait du riz de qualité. Tout ça, parfumé et tout. Bon, il y a d'autres amis, hommes d'affaires qui vont être impliqués. Et si toute la chaîne marche, mais ça va. Après eux, ils peuvent faire du commerce. Mais l'autre problème aussi, c'est que nos femmes n'ont pas peut-être la bonne information par rapport au riz local, en disant que c'est un riz qui n'est pas facile à cultiver. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est surtout les femmes qu'il faut aider. Parce que les femmes, là, moi, quand je les vois avec leurs mains sur le riz, ça me fait vraiment mal, alors qu'il y a des moissonneuses batteuses. Et elles sont tellement courageuses. Donc, je pense qu'elles ont beaucoup de mérite. Et surtout, l'autosuffisance en riz viendra des femmes. Mais les femmes aussi qui sont dans la cuisine, qui doivent cuisiner ce riz-là local, certaines disent que oui, le riz local, il est très difficile à faire. Non, c'est l'usinage, c'est ce que je vous explique, c'est les rizeries. Si on n'a pas de bonnes rizeries, polisseurs, blanchisseurs, tout ça, ben, le riz ne peut pas être bien. Est-ce qu'au Sénégal, il est possible justement de mettre en place toute cette chaîne-là? Oui, bien sûr. Moi, le riz que j'ai mangé à Dagana il y a quelques feux fédiors, c'était du basmati. Je n'ai jamais mangé du riz aussi formidable que ça.
il faut qu'on fasse la qualité quand même. C'est ça qui est important. Monsieur Cheikh Amar, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci d'être venu sur le plateau de la TFM à Question Directe. Nous parlons avec vous d'agriculture au Sénégal, ici au Salon international des matériels agricoles, pour parler qu'est-ce qu'il faut faire au Sénégal pour que l'agriculture aujourd'hui s'en sorte et surtout arriver à l'autosuffisance alimentaire. Merci à tous les téléspectateurs qui nous ont suivis sur la TFM. Merci à Medoun qui a assuré la réalisation de cette émission ici à Paris. Merci, au revoir.